BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et comme chaque jeudi à 7h06, c'est Jean-François Filiatre et Marché Gagnant que l'on retrouve. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine? Eh bien, on va poursuivre l'histoire de notre portefeuille boursier avec une semaine qui a été, vous savez, marquée par l'accord notamment entre Veolia et Suez, accord qui a été marqué le jour même par une forte progression des deux titres. Alors, vous aviez tiré au sort Veolia dans la catégorie des services aux collectivités. Alors, tant que la situation était un peu figée sur le dossier, le titre bougeait pas trop. Là, il doit prendre près de 10% sur la semaine. Et je vous le dis, je vous le redis, Cédric, vous êtes mon Dieu. Bon, la semaine dernière, vous nous aviez surtout mis au travail. Quand je dis nous, ce sont les auditeurs et les téléspectateurs de BFM Patrimoine. Alors effectivement, on refait les épisodes précédents en quelques secondes. Au début de l'année, Marché Gagnant décide de lancer une expérience inédite et pédagogique. À partir de notre méthodologie d'investissement en bourse, je vous ai fait tirer un portefeuille boursier avec la contrainte d'avoir une valeur par secteur d'activité économique. Fin mars, on avait pu constater que ce portefeuille affichait, donc portefeuille de Marché Gagnant affichait une progression de 17%, soit presque 2 fois ce que faisait le CAC. Mais par rapport à notre méthodologie, on commençait à avoir un problème avec Iliad. Explication, l'action Iliad sous-performe et du coup, son poids dans le portefeuille baisse fortement. D'où la question, est-ce qu'il fallait renforcer ou pas? Et vous avez ouvert le débat de manière plus large avec la question, faut-il ou non investir dans le secteur des télécoms en sollicitant notamment les épargnants, les auditeurs, les téléspectateurs? Vous avez des retours? Oui, alors je laisserai le soin à chacun d'aller voir dans le détail sur le Marché Gagnant et de faire ses propres commentaires. Le premier constat que je voudrais faire à la lecture des commentaires que j'ai vus, c'est que on doit être un pays de matheux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les arguments que j'ai vus étaient souvent des arguments chiffrés. Contrariant comme vous êtes, vous allez plutôt nous proposer un exercice qui ne soit pas chiffré, donc plutôt quoi, littéraire? Non, je voudrais commencer malgré tout pour planter le d'accord, pour qu'on puisse embarquer le plus de monde possible. Les télécoms, a priori, tout le monde connaît. Alors, pour info, pour bâtir notre portefeuille, je suis parti des grands secteurs pour permettre à tout le monde de suivre aisément, mais on peut regarder également de manière un peu plus fine dans la classification. Donc, si je regarde sur la partie télécom, en réalité, j'ai 3 sous-secteurs. J'ai les équipementiers, j'ai les services de télécom et puis j'ai les services TV et câbles. Mais dans ce secteur, en France, je n'ai aucune valeur. Vous aviez la semaine dernière pourtant limité l'interrogation à 3 titres, Orange, Iliad et Eutelsat. Exactement. Et pourquoi? En fait, parce que Maroc Télécom et Nokia, qui sont 2 grosses valeurs cotées à la Bourse de Paris, ne sont pas intégrées dans le panel des valeurs pour débuter de Marché Gagnant en raison de leur nationalité étrangère. Donc, notre univers, on a un équipementier, c'est Eutelsat, et on a 2 sociétés de services, c'est Iliad et Orange. Et comme ça, Cédric, intuitivement, est-ce que vous me direz que ce secteur est homogène? Est-ce que, donc, autrement dit, est-ce que si on prend l'un ou l'autre, c'est bonnet blanc et blanc bonnet? Non, je n'ai pas l'impression. Alors, laissons pour l'heure, si vous voulez bien, le côté de Eutelsat, pour nous focaliser sur Orange et Iliad. Vu du côté consommateur, ces boîtes paraissent relativement proches, et en réalité, leur comportement boursier, il est quand même très différent. Exemple, en 2020, le cours d'Iliad a pris 45% alors que le cours d'Orange avait reculé de 25%. Et depuis le début de l'année, Iliad perd environ 5% alors qu'Orange progresse d'environ autant. Bon, donc ça veut dire qu'il faut déterminer des critères pour choisir ces valeurs et c'est un peu le thème du débat que vous avez lancé. Exactement, le débat qu'on a lancé et qu'on va continuer. Alors juste comme ça, je vais vous poser une question toute simple. Donnez-moi une raison d'investir sur Orange. Sur Orange, le dividende peut-être ? Alors effectivement, c'est souvent un argument utilisé par les actionnaires. Alors cette année, Orange va proposer en Assemblée Générale un dividende de 70 centimes. Je rappelle que 40 centimes ont déjà été versés en acompte, plus 20 centimes suite à un litige qui a été enfin résolu, tandis qu'Iliad va proposer à son Assemblée Générale de début juin un dividende de 3 €. Je vous balance ça, comme ça, ces chiffres à la figure, et en théorie, ça ne devrait pas vous éclairer. Bon, ça ne dit pas combien je vais toucher sur un titre, mais je n'ai pas le cours de la valeur. Il est vrai, ça ne permet pas de voir quel est le plus généreux, quoi. Exactement. Donc j'ai besoin d'informations. Faut faire un rapport. Ouais. Voilà, j'ai besoin d'informations complémentaires. Hier soir, Orange cotait 10,22 €. Iliad coûtait 159 €. Autrement dit, le rendement ordinaire d'Orange avoisine les 7% et celui d'Iliad un peu moins de 2%, soit 3 fois moins. Alors se pose la question, est-ce que du coup Orange est un bon plan? Et là, je vais, puisque c'est
communautaire, on fait participer les gens. Je vais revenir sur le témoignage de Thierry 1107 qui nous dit « J'ai été actionnaire d'Orange pendant de longues années. À part le coupon, il n'y a pas de croissance du titre, sauf à l'acheter au bon moment. Moi, dans 90% des cas, il faut compter sur le coupon pour avoir une progression de son portefeuille. Et à ce stade, je ne vous le cache pas, comme c'est un coup de gueule, j'aurais bien envie de m'énerver un peu. » Bon, c'est mal barré parce que si chaque fois qu'il y a un auditeur qui l'ouvre, vous lui tapez sur le bec... Non, alors je vais vous dire, c'est pas contre lui. Thierry, il nous dit quoi ? Thierry, il nous dit que la performance d'un investissement boursier, ce n'est pas le dividende seul, ce n'est pas la variation du cours seul, c'est la prise en compte de ces deux éléments. Et il a entièrement raison. Et d'ailleurs, c'est sur cette base-là que l'on dit aujourd'hui que le CAC 40 est au plus haut, puisque le CAC 40 GR, c'est-à-dire le CAC 40 dividende réinvesti, a largement effacé la crise du Covid. Et comme auparavant, il était déjà à son plus haut, vous comprenez où on en est ? Il est à 17 359 points. Voilà. Et alors, je pose la question pour une action. La performance dividende réinvesti, Cédric, on la trouve où ? Bah, j'en sais rien. Eh ben, je vais vous faire. Moi, je n'ai pas de source de référence pour avoir cette donnée. Ni sur les sites d'information, ni sur les sites des courtiers en ligne, ni sur le site d'Euronext. Alors, pardon, mais ça me paraît être un dysfonctionnement total de la place. Aujourd'hui, on commence à avoir de sérieuses interrogations et de sérieuses questions autour de la mesure de la performance de notre placement, je pense, au SCPI. Peut-être va-t-il aussi falloir ouvrir le débat sur la mesure de la performance des actions. Alors, vous me direz... Peut-être les sociétés pourraient le faire. Alors, pour le savoir, je suis allé voir le document d'enregistrement universel de nos valeurs du jour. C'est quoi ce document d'enregistrement universel ? Vous cherchez des infos là-dedans ? Avis aux auditeurs et aux téléspectateurs qui ne connaissent pas ce document, c'est de l'information réglementée. Fondamentalement, ce document est à l'actionnaire ce que la recherche du temps perdu est aux amateurs de Proust. Vous voulez dire que c'est un document, un ouvrage où il y a à lire ? Ouais, ça c'est sûr, puisqu'en moyenne, ça fait entre 300 et 600 pages. Mais soyons pratiques, comme on le télécharge sur Internet, on a sur notre ordinateur une fonction recherche. Donc sur mon petit PC, je fais CTRL F et en quelques secondes, je vois si la pêche est bonne ou pas. Alors, sur la performance dividende réinvesti, on dit Total Shareholder Return chez les pros, j'ai rien trouvé chez Iliad, et sur Orange, j'ai rien trouvé non plus, sauf dans la partie rémunération des dirigeants. Alors que je connais d'autres documents d'enregistrement universel où la société affiche la performance du titre, dividende réinvesti ou sans dividende, sur plusieurs périodes. Bon, pour vous, cette stratégie de dividende, c'est une bonne stratégie ou pas ? Oublions la bourse 2 secondes et essayons de nous mettre dans la vie de l'entreprise et même du cycle produit. En fait, quand vous créez quelque chose, traditionnellement, au début, vous avez une accélération très rapide. Après, la croissance se ralentit. Après, éventuellement, vous avez un plateau et le risque, après, la dernière étape, c'est le risque du déclin. Alors, pour distribuer des dividendes, 1, il faut des bénéfices. 2, il faut avoir suffisamment de cash flow pour le payer. Bref, ce que votre activité économique doit générer en termes de cash doit pouvoir vous servir d'une part à financer vos investissements et de l'autre à payer un dividende. Donc assurément, quand on investit dans des boîtes où le dividende est élevé, on est sur des boîtes qui sont avancées dans leur cycle de maturité. Donc, il y a moins de croissance. Et c'est emblématique, en fait, dans notre cas. Pourquoi ? Parce que Orange a moins de croissance qu'Iliad. Orange a plus de dividendes qu'Iliad. Et l'autre élément majeur, c'est que Iliad se paie beaucoup plus cher que Orange si l'on regarde le ratio cours-bénéfice. Bon, sur Marché Gagnant, je suis tombé sur un commentaire. En se basant sur les critères définis début janvier par Jean-François Filiat, le choix qui s'imposerait serait de conserver Iliad pour les raisons suivantes. Société rentrant dans le PEA, société dont l'État n'est pas dans le capital et avoir dans le portefeuille une valeur de chaque secteur. Alors j'ai lu
moi aussi ce commentaire de Millet. Et pour tout dire, cet exercice collaboratif m'amuse au plus haut point, tant je suis convaincu que l'un des problèmes des actionnaires, c'est le fait qu'ils sont seuls dans leur prise de décision et qu'ils ont, eux comme moi... Donc c'est bien de pouvoir papoter. Un peu nos œillets. D'où l'intérêt des clubs d'investissement. Exactement. Mais là, on est entre guillemets en train de le faire en grandeur nature. J'ai aussi lu Milan. Milan, il s'est livré un exercice qui est très intéressant, puisque pour chacune des valeurs, il m'a dit ce qu'il considérait comme étant ses points forts et ses points faibles. Et sur Iliad, il nous dit quoi? Il écrit point faible, n'a pas montré sa capacité à jouer le pricing power après l'acquisition de la part de marché. Et je trouve qu'il y a là une véritable idée à creuser. Car c'est bien d'investir pour accroître sa base de clientèle. Il faut ensuite la monétiser. Et autre remarque, c'est Philippe, lui, qui s'intéresse et qui s'interroge plutôt sur la capacité que vont avoir les opérateurs à augmenter les prix avec la 5G. Bon, du coup, on fait quoi ? Eh ben, on prend encore le temps de la réflexion. Alors, la semaine prochaine, je vais intégrer un peu plus ce Telsat puisque je ne l'ai pas fait aujourd'hui dans la boucle. Mais pour info, on a déjà ouvert le sondage. Donc, rendez-vous sur Marché Gagnant. Vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice en commentant. Mais vous pouvez également, dès à présent, commencer à répondre à la question. Pour notre portefeuille, faut-il acheter Eutelsat, Orange ou Iliad? Ou enfin, dernière possibilité, faut-il éviter le secteur des télécoms? Bon, au boulot, et ça bosse bien quand même. Ouais, c'est bien. Bon. Jean-François Filiattré, Marché Gagnant, on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Pour nous écrire, c'est assez simple. bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr.